l'histoire a pu nous diviser, en particulier l'histoire du XXe siècle, ou séparer ou écrire des pages différentes. La question, c'est est-ce qu'on veut écrire une page commune de la grande Europe au XXIe siècle? Là maintenant, pour pouvoir parler de fédération, il a besoin de remonter pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Il a besoin de remonter à ce moment-là pour dire voilà, on a été divisés, on a été séparés. Mais maintenant, est-ce qu'au XXIe siècle, on ne doit pas se rassembler? Est-ce que ce n'est pas le moment de se réunir? Donc, c'est maintenant qu'il y pense. C'est maintenant qu'il trouve que c'est pertinent de le faire. Comme par hasard, dès que Trump gagne, comme par hasard, dès que la personne qui est la plus vindicative par rapport aux actions de l'Europe gagne, la personne qui est très sévère. Il y a encore quelques jours, quand on ne savait pas que ça allait être Trump qui était au pouvoir, c'était pas les mêmes phrases. C'était même d'ailleurs un non-lieu. Les médias bombardaient de toutes les informations. Et le bon Premier ministre hongrois l'a rappelé. La guerre est revenue sur le sol européen, en Ukraine. À cause de qui? À cause de pourquoi? À cause de comment? Faites comme si c'est venu, comme si ça a apparu. Salut à vous, nouvelle vidéo réaction. On va voir ensemble, on va faire une sorte de débriefing ensemble de la première réaction d'Emmanuel Macron, le président français, suite à l'élection de Trump. Vous allez écouter son discours et voir à quel point ces gars sont en mode vraiment retournement des vestes total et immédiat. Dès que les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. C'est-à-dire, vous sentez comment est-ce que ces gars ne sont pas sérieux, comment est-ce qu'ils sont déloyaux. En fait, voilà, c'est même ça l'expression. Écoutons, vous allez comprendre. Dans un format, et tu l'as rappelé, qui est à mes yeux plus important que jamais, celui d'une Europe géographique, politique, où les gouvernements de nos peuples sont ici représentés avec les grandes organisations de coopération que nous avons décidées pour nous-mêmes et auxquelles nous adhérons. Donc là maintenant, il est en train de demander aux Européens globalement de se reconcentrer sur l'Europe, de se reconcentrer sur les intérêts de l'Europe et sur les organisations qui ont été créées, bâties pour les intérêts de l'Europe. Comme par hasard là maintenant, voilà, ils disent qu'ils ne doivent plus suivre aveuglément les États-Unis. Et donc c'est un format qui évidemment ne concurrence pas l'Union européenne, qui ne concurrence pas l'OTAN, mais qui est dans sa propre géographie, sa cohérence historique, civilisationnelle et politique. Et l'histoire au fond de cette communauté politique européenne est à écrire. On a tous des différences de sensibilité, mais à coup sûr, nous avons des intérêts communs. Et je crois que c'est le bon lieu pour le faire, celui d'une grande Europe, où justement l'histoire a pu nous diviser, en particulier l'histoire du XXe siècle, ou séparer ou écrire des pages différentes. La question, c'est est-ce qu'on veut écrire une page commune de la grande Europe au XXIe siècle? Là maintenant, pour pouvoir parler de fédération, il a besoin de remonter pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Il a besoin de remonter à ce moment-là pour dire voilà, on a été divisés, on a été séparés. Mais maintenant, est-ce qu'au XXIe siècle, on ne doit pas se rassembler? Est-ce que ce n'est pas le moment de se réunir? Donc, c'est maintenant qu'il y pense. C'est maintenant qu'il trouve que c'est pertinent de le faire. Comme par hasard, dès que Trump gagne, comme par hasard, dès que la personne qui est la plus vindicative par rapport aux actions de l'Europe gagne, la personne qui est très sévère, la personne qui est en mode, voilà, allez là-bas, les États-Unis n'ont pas à vous protéger, voilà. C'est là qu'il commence à le dire. C'est là qu'il commence à dire, les gars, est-ce que finalement, on ne doit pas trouver un moyen de se protéger nous-mêmes, de nous sécuriser par nous-mêmes? Les États-Unis, là, vont nous laisser tomber, hein. Il y a encore quelques jours, quand on ne savait pas que ça allait être Trump qui était au pouvoir, c'était pas les mêmes phrases. C'était même d'ailleurs un non-lieu. Les médias bombardaient de... Petite pause. Avant qu'on ne continue, vous devez savoir que cette vidéo est sponsorisée par Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a fait Orion l'héritage des Koriodans, actuellement disponible sur PC et sur Xbox. Kiro Games travaille sur un autre projet très intéressant, le responsable Mboa. C'est un jeu de gestion qui te met dans une parodie sociale africaine, où vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère et vous devez donc gérer un certain nombre de choses. Entre votre copine qui veut être dotée immédiatement, les rénovations à faire à la maison, votre famille qui estime que tout votre argent lui appartient, lui revient de droit, vos amis qui ont besoin d'aide, la tentation de boire une bière avec la petite de dehors et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au travail, il y a matière à faire. C'est très immersif et personnellement, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour iPhone et Android et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est pour terminer ce jeu que le studio fait une levée de fonds, donc ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire du projet à partir de 1 000 $. Je vous conseille de tester le jeu et de voir les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats et aussi vos potentiels gains et retours sur investissement. L'entreprise est en activité depuis plus de 10 ans. Je vous mets tous les liens en description, c'est-à-dire le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Si vous décidez d'investir, précisez dans le questionnaire des investisseurs que vous venez de penser Kamit. Toutes les informations. Moi, j'y crois très profondément. Bien sûr que tu Et donc, crois. je crois que c'est ici que l'unité stratégique géopolitique doit s'écrire. Et le moment que nous vivons est le bon. Le Premier ministre hongrois l'a rappelé. La guerre est revenue sur le sol européen, en Ukraine. À cause de qui? À cause de pourquoi? À cause de comment? Faites comme si c'est venu, comme si
si ça a apparu. Des tensions et des conflits existent entre certains membres, Arménie et Azerbaïdjan. Nous avons des phénomènes qui bousculent nos sociétés, des grands risques terroristes qui ont touché beaucoup de nos pays encore ces derniers mois. Quoi, les mêmes terroristes que vous financez, armés, de quoi est-ce que le gars s'y parle même? Depuis quand le terrorisme touche l'Occident? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est faux. C'est tellement faux. Parce qu'on connaît qui finance les terroristes. Les terroristes ne sortent pas de nulle part. Ils n'attaquent pas n'importe où. Ils sont bien organisés. Vu que c'est vous qui les organisez, c'est eux. C'est complètement eux qui prédisent où est-ce que les terroristes vont attaquer. Donc ça, c'est de la récupération. Hein. Je sais pas ce qu'il essaie de faire là. De toute façon, on n'y croit pas. Nous avons tous à faire face à des phénomènes de migration illégale qui bousculent nos sociétés. En même temps, nous sommes des économies ouvertes qui, depuis des décennies, se sont construites sur un modèle d'ouverture dont on continuera à avoir besoin. Nous avons le défi, évidemment, climatique, technologique et une géopolitique, on le voit bien, où on a deux blocs, les États-Unis d'Amérique d'un côté et la Chine, qui avant tout recherchent leur intérêt propre et décident d'être beaucoup moins, si je puis dire, et l'un et l'autre, complaisants avec les règles internationales, ou en tout cas respectueux de ces derniers. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions, je l'ai félicité, mais au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc... Personnellement, je pense que vous n'êtes pas prêt. Vous avez trop attendu pour commencer à dire défendre les intérêts des Européens. Vous étiez beaucoup trop arrimés aux États-Unis, littéralement des vassaux. Et c'est très bien, vraiment. Vous avez choisi de faire confiance à vos descendants. Ceux qu'on appelle Américains aujourd'hui sont à la base des Européens, non? Ce sont des Européens américains, tout simplement. Ou alors, il y a même des intérêts différents entre le monde anglo-saxon et le reste de l'Occident. Hein. Parce que parfois, on a l'impression que tous ont les mêmes intérêts. C'est pas le cas. Ça ne doit être ni dans un transatlantique qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances. C'est lui qui parle de transatlantisme naïf. C'est-à-dire, les 4 dernières années, comment est-ce que ça s'est passé? Quelles étaient les positions de la France systématiquement par rapport aux États-Unis? Systématiquement, à chaque fois qu'il y avait prise de décision, la France, gouvernée par Macron, était derrière les États-Unis. Je dis bien systématiquement, à chaque fois. Et maintenant, c'est lui qui parle de transatlantisme naïf. Parce que ce n'est plus Biden qui est au pouvoir, c'est maintenant Trump. Et il sait ce que Trump va faire dès qu'il serait intronisé. Je pense qu'il va être intronisé en janvier, si je ne me trompe pas. Dès que le gars là serait intronisé, il va d'abord commencer à dire toi tu es mon ami, toi tu n'es pas mon ami. Et l'Europe sait comment est-ce que Trump va se comporter. C'est pour ça que là maintenant il est en train de faire un rétro-pédalage. Il parle de transatlantisme naïf et qu'ils ne doivent pas faire cela. Alors que c'est eux depuis le début du mandat de Biden qui le font. Ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique. Et donc c'est un moment de l'histoire pour nous Européens qui est décisif. Au fond la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes. Non, vous n'avez pas de force pour l'écrire. Il parle d'économie forte. C'est Macron qui parle d'économie forte. On fait le bilan économique de la France. Bravo. On a vu ce que Bruno Le Maire a fait. Économie forte. Nous avons des économies fortes. Ou alors, quand il dit nous, voilà, il y a la France qui est dans une situation plus que catastrophique. Mais soit, sauf que quand il dit nous là, ça comprend toute l'Europe. Et comme toute l'Europe, voilà, il comptait ça comme étant une seule et même entité, qui a un seul et même intérêt, il dit nous. En même temps, c'est vrai, depuis il dit européen, nous européens. C'est vrai qu'il est en train d'inclure toute l'Europe et non pas spécifiquement la France dans ce cas de figure. Mais ça va cuire parce que même dans toute l'Europe, là, il y a beaucoup de nations européennes qui ont besoin de leurs intérêts individuels et qui ne sont pas tout à fait d'accord avec un certain nombre de politiques. Les pays ont des systèmes de défense sophistiqués et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays et la communauté politique européenne. 440 millions d'habitants seulement. Je ne sais même pas si ça fait les habitants du Nigeria. Non, depuis quand la population du Nigeria est aussi basse? La population du Nigeria n'atteignait pas les 400 millions d'habitants. En tout cas, le Nigeria seul en Afrique, seulement le Nigeria, c'est déjà la moitié de la population de l'intégralité de l'Union européenne, selon ce sondage. Mais ça me surprend beaucoup parce que je pensais qu'il y avait 400 millions de personnes au Nigeria. Je peux me tromper, ça peut arriver, mais ça me surprend ce chiffre. Quoique, même avec ce chiffre, le Nigeria seulement le Nigeria, c'est la moitié de la population de toute l'Union européenne. Donc s'ils croient qu'ils sont nombreux là, on envoie le Nigeria sur eux. Un Nigérien pour 2 Européens, la guerre se finit très rapidement. Et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe.
Aujourd'hui, il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire, des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table. Aucun. Là maintenant, je rebondis sur ça pour dire que vous voyez comment, quand lui il parle de population, quand lui parle de quantité de personnes dans une population ou dans une région, dans une mouvance politique, c'est important la quantité de personnes, n'est-ce pas? Vous voyez comment il valorise le nombre, il valorise la grandeur. Il parle de 700 millions de personnes. Or, quand c'est en Afrique, les gars disent qu'on est trop nombreux. Vous voyez le double jeu qu'il y a, c'est-à-dire les populations c'est bien, chez eux, ailleurs, mais pas en Afrique. En Afrique, c'est un problème. Et quand on essaie de vous expliquer que voilà, le point central, c'est qu'on ne doit pas être nombreux parce que quand on est nombreux, on représente une force. Bien sûr, il y a des défis quand on est une grande population, je ne le nie pas. Mais quand on est nombreux, ça représente plus une force qu'une faiblesse. Ça représente plus d'opportunités que des désavantages. Il y a toujours certains qui viennent essayer de nous expliquer que non, c'est pas le cas. Être en nombre, c'est un avantage. Parce que quand vous êtes en nombre, il y a même plus de gens capables de répondre à des problèmes. Il y a plus de génie, plus de cerveau, plus d'options, plus d'ouverture, plus d'improbabilité. Il y a plus de chances à ce que les possibilités vous soient ouvertes. Il y a plus de chances à ce que dans votre masse de personnes, il y ait des génies qui soient là, qui répondent à vos problématiques les plus difficiles. Le nombre est une puissance. Il a parlé de 700 millions de personnes dans l'intégralité de la politique, on va dire ça comme ça, européenne. Et là maintenant, si on voit la population africaine, on voit là en juillet, le 1er juillet 2021, on était 1,373 millions. 1,373 millions. Ça, c'était en 2021. Le double du chiffre qu'il a dit là. Le double des 700 millions qu'il a dit. 1,373 millions. Ce qui veut probablement dire qu'en 2024, on a dépassé ça. On est peut-être déjà 1,5 milliard. On est d'accord là-dessus. La force du nombre. C'est comme ça qu'on doit penser les choses. La force du nombre. Un marché de 1,5 milliard de personnes. Vous imaginez un peu les possibilités. Vous imaginez un peu la rentabilité d'1,5 milliard dans l'intégralité des secteurs de l'économie. 1,5 milliard de personnes qu'il faut habiller. 1,5 milliard de personnes qu'il faut nourrir. 1,5 milliard de personnes qu'il faut loger. 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes qu'il faut hydrater. 1,5 milliard de personnes qu'il faut distraire. 1,5 milliard de personnes qui doivent travailler. Ils doivent être rentables pour la société. 1,5 milliard de personnes qui peuvent lire. 1,5 milliard de personnes qu'il faut éduquer, etc., etc., etc. Vous imaginez le potentiel économique du continent. Mais là, on nous demande de faire moins d'enfants. Vous devez faire moins de bébés, moins de bébés, moins de bébés, moins de bébés. Parce que l'économie ne suit pas. Notre économie ne suit pas à cause de quoi? Est-ce que c'est en diminuant les naissances que notre économie va suivre? Vu que déjà, peu importe ce que l'on fait, même pour une personne, même le salaire que je touche pour moi seul ne me suffit pas pour moi seul. Je n'ai ni femme, ni enfant, ni petite amie même. Je n'ai personne. Seul, célibataire, il ne m'en sort pas. Donc, la question n'est pas au niveau de la réduction des naissances. La question est ailleurs. La manière dont nos gouvernants nous gèrent. La manière dont on peut exploiter les 1,5 milliard de personnes là pour bâtir un continent extrêmement puissant. Pour bâtir même une fédération africaine. C'est eux, tu vois, comme ils sont contents de dire 700 millions de personnes. Un marché potentiel de 700 millions de personnes. On parlait des transports. Ils doivent déplacer 700 millions de personnes. Nous, on doit déplacer 1,5 milliard de personnes. Comment tu crées la logistique pour pouvoir approvisionner 1,5 milliard de personnes? C'est extraordinaire. Et même si on retire l'ensemble de l'Afrique blanche, de l'Afrique du Nord, vous allez vous rendre compte qu'on ne descend pas en dessous d'1,3 milliard de personnes. Si vous voulez, on fait le calcul. Le Maroc, c'est 37 millions de personnes. La Tunisie, c'est 12 millions de personnes. L'Algérie, c'est 45 millions de personnes. L'Égypte, c'est 112 millions de personnes. J'ai fait une addition simple. 37 plus 12 plus 45 plus 112. Ça fait 206 millions de personnes. Donc, même dans les 1,5 milliard de personnes, comme je disais, il y a quand même encore 1,3 milliard de personnes dans le reste de l'Afrique. 1,3 milliard de personnes. Donc, même si on retire l'Afrique blanche de nos équations, ça reste quand même un marché qui est 2 fois supérieur à ce que Macron vient de dire. Et là, vous avez remarqué, tous les chiffres que j'ai donnés datent de 2023, datent de 2021 et j'en passe. On n'est pas dans l'actualité. On n'est pas en train de parler des chiffres de novembre 2024. Non. Et ça encore, on connaît comment on fait nos recensements de population. C'est parfois loin d'être les chiffres. Quand vous allez voir au Cameroun, prenons population du Cameroun. Quand on va voir population du Cameroun, 28 millions de personnes en 2023, vous serez très surpris que ce ne sont pas les bons chiffres. Vous serez très surpris que même pendant qu'on était en train de faire ce recensement, on a recensé peut-être à partir des gens qui ont des cartes d'identité, qui ont des traces, etc. Mais il y a beaucoup de gens dans les populations qui n'ont pas de traces. Il y a des gars qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous allez voir que ce sera sur la base des actes de naissance, des trucs comme ça, qu'on va demander aux hôpitaux de rassembler, etc., etc. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui naissent et qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous allez voir qu'on fait parfois leur acte de naissance quand ils ont 5 ans, 10 ans. Et à ce moment-là, on dit never. Donc même là, même les 28 millions de personnes, qui ne représentent pas la réalité. Et ce sera comme ça dans l'intégralité des autres pays africains. Et vous pouvez croire que non, ce sont des cas isolés, que ce sont des chiffres négligeables, mais pas du tout. Il y a des régions entières, des villages entiers de personnes remplis de milliers de personnes qui ont des actes de naissance à retardement. Que c'est quand les gars mangent déjà, sont même déjà en train de travailler, qu'on dit ok, ou veulent déjà travailler, on dit on a besoin de ton acte de naissance. Et il est obligé de rentrer maintenant faire l'acte de naissance. Vous allez voir quelqu'un, ça a 25 ans qu'il fait son acte de naissance. En attendant, il y a eu combien de recensements de la population? Il y a au moins eu 25 recensements de la population. Parce qu'on fait un recensement par année. Tout ça pour dire, et c'est là où
je voulais en venir, que la population est une force et non une faiblesse. Macron le dit, le monde entier le dit, la Chine le dit, l'Inde le dit. C'est nous qui trouvons des excuses pour dire non, il faudrait réduire les naissances, avec l'aide et l'appui actif des médecins et des gens comme Bill Gates. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement. Est-ce que vous avez le choix? C'est pas comme si on vous laisse le choix, on vous force à l'être. Et donc pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les trois défis de la communauté politique européenne qu'on a discuté ensemble. La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table, mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici ou les peuples. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Tu es sûr que c'est pour ça? Ce n'est pas surtout parce que actuellement la Russie est un des principaux soutiens des États africains qui veulent se libérer justement de la domination européenne. Peut-être que l'intérêt n'est pas dans ce qu'il est en train de dire. L'intérêt n'est pas dans le fait qu'ils veulent laisser une puissance expansionniste en Europe. C'est pas du tout ça. La Russie ne s'est jamais voulu particulièrement expansionniste depuis les années 2000 en tout cas. Depuis le 21e siècle. Jamais. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, la guerre ne démarre pas parce que la Russie veut s'étendre. La guerre démarre parce que l'OTAN veut s'étendre. D'ailleurs, il inverse les rôles. Et maintenant, dans ce cas de figure précis, ils ne veulent pas que la Russie gagne parce qu'ils ne veulent pas que la Russie continue d'être un soutien actif pour les pays de l'AES par exemple. Mali, Niger, Burkina Faso. Ils ne veulent pas que la Russie commence à être le pays qui va permettre aux armées africaines de s'armer, de s'équiper, de se préparer pour les différentes guerres anticoloniales qui sont à venir. Pour les différents soutiens militaires, tactiques et technologiques. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il parle des intérêts. Mais là où il dit que l'intérêt c'est l'expansion de l'Europe, ça n'a jamais été le cas. Si l'Europe avait des visées expansionnistes, ça se saurait. On l'aurait su depuis longtemps. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est plutôt l'Occident, l'OTAN particulièrement, qui grignote des territoires à la Russie, pas l'inverse. Donc la Russie ne se veut pas expansionniste. C'est l'OTAN qui se veut expansionniste. Avec l'intégralité des pays de l'Union européenne qui sont dans l'OTAN. Faut arrêter un instant de se moquer de nous. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. De la même manière, je pense qu'il est très important de tout faire pour bâtir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, point même important à préciser. Vous comprenez la situation derrière. Quand il appelle l'intégralité de l'Europe à combattre la Russie, là. Et comme je le disais, le but c'est que la Russie ne soit pas la puissance qui va permettre à l'Afrique de se libérer. Ça veut faire comprendre clairement que l'intégralité de l'Europe est dans le coup, dans le coup des différentes actions néocoloniales de la France. Parce que tous en profitent. C'est l'intégralité de l'Europe qui profitait, du moins, lorsque le Niger était sous contrôle complet de la France et que l'uranium du Niger appartenait à la France. Avec des phrases comme quoi le Niger nous appartient. Il y a eu des appels téléphoniques comme ça chez les dirigeants nigériens où on dit le Niger nous appartient. Vous imaginez un peu la violence du truc? Que le Niger est la propriété de la France. Si quelqu'un veut même discuter avec le Niger, la personne doit passer par la France. Et c'est la France qui doit valider l'accord que le Niger doit avoir avec les puissances étrangères. Donc vous vous rendez bien compte que tous sont complices. La France, c'est juste la tête qui est devant. Mais tous sont complices. À chaque fois qu'on retire des ressources en Afrique, c'est l'intégralité de l'Europe qui en profite. C'est dans l'intégralité de l'Europe qu'on ne coupe pas l'électricité. C'est pas seulement en France. C'est dans l'intégralité de l'Europe que les trésors africains sont gardés. C'est pas seulement en France. Il y a bien des musées africains en Allemagne, en Espagne et j'en passe. Donc gardons ça bien à l'esprit. Quand il appelle sa famille là, quand il appelle ses amis, c'est parce qu'ils sont tous complices de la néocolonisation. Sans exception. Tous. Et j'espère que le traité de paix pourra être signé. Et au fond, notre paix, notre sécurité, elle s'inscrit si nous, Européens, nous savons dire nous ne voulons plus d'impérialisme et nous ne voulons plus de révisionnisme des frontières sur notre continent. C'est lui qui parle d'impérialisme. Le voleur qui n'aime pas se faire voler. L'assassin qui n'aime pas qu'on l'assassine ou qu'on assassine ses proches. Le criminel qui n'aime pas qu'on commet des crimes à son encontre. L'injuste qui n'aime pas qu'on est injuste envers lui. Voilà, les mêmes gens. C'est lui qui parle d'impérialisme. Ce message est fondamental et c'est vraiment un message d'intérêt. Au-delà de ça, il y a bâtir notre Europe de la défense, faire de l'Europe un espace de sécurité. Alors, l'Union européenne a fait énormément de travail ces dernières années. On en a encore beaucoup à faire pour financer, pour construire. L'OTAN a évidemment un rôle pilier clé. Et au sein de l'OTAN, nous, Européens, nous voulons jouer notre rôle. Ce pilier européen de l'OTAN n'a rien à retrancher à l'Alliance, mais il est le fait qu'il y a eu un réveil stratégique que nous devons assumer de nous, Européens. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains.
Et je crois que c'est important aussi d'envoyer le message que nous sommes maintenant des fournisseurs de solutions de sécurité. Ah bon, vous fournissez des solutions de sécurité à qui? Vous avez déjà gagné quelle guerre on a vu? Vous avez même déjà gagné quel conflit on a vu? Vous avez même déjà gagné, on appelle ça comment? Quelle guerre civile ou quel soulèvement de quartier on a vu? On propose aussi des solutions de sécurité. Quelles solutions? Les contingents que vous envoyez en Côte d'Ivoire là pour sécuriser vos intérêts. Ou bien vous parlez de quoi d'autre? Vous envoyez des contingents dans un pays qui n'a pas de problème de terrorisme pour que ces gens créent le terrorisme et qu'ensuite il y ait des problèmes de terrorisme là-bas pour toujours rester dit que vous allez trouver des solutions au terrorisme que vous avez vous-même créé. Les gens si ils prennent pour des idiots. Ouais. Et donc on a autour de cette table, qu'on soit membre ou pas de l'Union européenne, eh bien à produire, à assumer une préférence européenne dans cette production industrielle, à bâtir des choix, à s'appuyer sur l'interopérabilité de l'OTAN, mais aussi parfois accepter qu'on n'aura pas toujours le même agenda que nos alliés, ce qui ne remet pas en cause ces alliances, mais de dire que nous avons des solutions de sécurité à apporter, tout particulièrement à notre voisinage. Aujourd'hui sur le flanc Est, peut-être demain sur le flanc Sud, ou que sais-je. Peut-être que demain sur le flanc Sud. Je pense qu'il faut développer au sein de la communauté politique européenne une culture commune. Il y a quelques années, on avait bâti l'initiative européenne d'intervention. Il y a une douzaine d'États qui sont autour de la table qui y participent. Elle est complètement intergouvernementale. Et moi, je voudrais inviter tous les collègues qui sont prêts à s'y joindre et qui ne sont pas membres de l'UE à s'y joindre. Élargissons à l'échelle de la communauté politique européenne l'initiative européenne d'intervention. Là, en fait, il est en train de vouloir créer une alternative à l'OTAN pour pouvoir protéger l'Union européenne parce qu'ils savent comment Trump va se comporter. Ils savent que Trump va leur demander de cotiser ou de dégager même s'il est agacé. En fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est de vouloir faire en sorte que des gens qui n'ont pas les avantages d'être dans l'Union européenne donnent quand même à l'Union européenne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire tu n'as aucun avantage parce que tu n'es pas dans l'Union européenne, mais tu dois quand même te donner comme si tu étais dans l'Union européenne en échange de rien du tout. Parce que ce n'est pas parce que toi tu donnes qu'eux ils vont te donner quelque chose en retour. Vu qu'ils vont continuer de s'entraider entre les 27 pays de l'Union européenne. Vous voyez jusqu'où leur délit va. Et c'est lui qui va venir parler d'impérialisme et du fait qu'il faut empêcher l'impérialisme. Or, rien que sa proposition si impériale. Lorsqu'il parle d'initiative européenne d'intervention, il parle de militaires. Du fait que les militaires de l'Europe peuvent intervenir en Europe ou peuvent protéger n'importe quel autre pays de l'Europe, etc., etc. Toujours dans cette optique de se fédérer pour pouvoir attaquer les autres, et ici particulièrement la Russie. Voilà, c'est ça en fait la proposition qu'il est en train de faire. Là, je suis en train de vous dire avec les vrais mots et non son boirara là, son intention. C'est-à-dire, venez, que tu sois de l'Union européenne ou pas, on attaque la Russie. Et lorsque on va te frapper parce que tu ne fais pas partie de l'Union européenne, nous on sera pas là. Mais quand l'Union européenne sera frappée, c'est tous les 27 pays qui vont attaquer. Donc toi, on va t'abandonner. Quand on va te guetter, on va dire donc toi tu me frappes, ok, je vais te toucher. Voilà, ne jamais faire confiance à l'impérialisme. C'est toujours le voleur qui n'aime pas se faire voler. Je n'ai jamais vu un gars qui crie plus au vol qu'un voleur. Jamais vu. Je n'ai jamais vu un gars qui pleure plus son mort qu'un assassin. Jamais vu. Je n'ai jamais vu un escroc. Je n'ai jamais vu une personne qui déteste plus l'escroquerie qu'un escroc. Je n'ai jamais vu une personne que quand tu l'arnaques, il pleure. Il est touché comme un arnaqueur. Les arnaqueurs détestent se faire arnaquer plus que tout. C'est ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire un impérialiste qui déteste l'impérialisme qu'on lui fait. Mais il s'apprête à faire ça aux autres, même pendant qu'il est en train de dénoncer l'impérialisme. Ici, en l'occurrence, l'impérialisme américain. Wouh! Shame on you. Pour bâtir des solutions d'intervention communes sur des théâtres d'opération, c'est ce qui nous a permis de faire Agénor, ce qui nous avait permis d'intervenir au Sahel, et essayons d'avancer. Bande de criminels. Ne parlez plus du Sahel, ne mettez plus l'Afrique dans vos bouches. Je crois aussi que ici, nous avons la possibilité de bâtir des solutions très concrètes pour lutter contre les filières clandestines d'immigration. On a construit des solutions très robustes en européen, pacte asile-immigration. Il y a des solutions très robustes qui sont construites avec des pays de transit ou d'origine pour prévenir les mouvements ou aider au retour. Et ça aussi, c'est un autre truc. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'ils ont dealé avec les pays du pourtour de la Méditerranée, vu que la principale immigration qui le dérange, c'est l'immigration africaine, qui n'est même pas si beaucoup que c'est. Hein. C'est une vision de l'esprit. L'écrasante majorité de l'immigration africaine se fait à l'intérieur de l'Afrique. Donc, il y a ce problème-là qui est, ils ont dealé avec tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Maroc, parce que le Maroc même encore, c'est plus grave, parce que le Maroc-Espagne, c'est vraiment quelques kilomètres en bateau. Si tu aimes un bon nageur, tu traverses. Je sais, je plaisante, ne prenez pas ça au sérieux. Donc, ils ont dealé par exemple avec le Maroc, avec l'Espagne, pour pouvoir visser et être particulièrement violent. Donc, quand ils parlent de renvoyer les machins, ils donnent des mots, ça a l'air doux. On a l'impression que c'est gentil, c'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. La violence là-bas est inouïe. Je ne sais pas si vous avez vu l'affaire. Il y avait un type, on avait coupé ses pieds, un Africain. On avait coupé ses pieds au Maroc pour pouvoir l'empêcher de traverser. Lui, ça va jusque-là. Et on l'a renvoyé dans son pays sans les deux jambes. Ça va jusque-là. La cruauté, la violence qu'ils ont dealé avec ces pays du pourtour de la Méditerranée là. Ça va jusque-là. Bon, quand je parle de la mer Méditerranée, c'est vrai que c'est ici. Mais je veux vraiment parler de l'ensemble de ce pourtour. Et là, je vois mer
Méditerranée et la mer Tyréenne. Donc c'est 6 mers tyréennes et c'est là que je disais, c'est-à-dire Maroc, Espagne. C'est ce petit tronçon-ci, le combat. Mais il y a énormément de personnes qui essaient de traverser partant de la Libye pour pouvoir arriver là, partant de la Tunisie pour pouvoir arriver là, etc., etc. Il y a même des gars qui essaient de traverser partant de l'Égypte. Et vous voyez, quand vous essayez de traverser partant de la Libye, vous pouvez arriver sur cette île-ci et prendre encore un autre bateau pour pouvoir arriver là. Je pense que ça, c'est une île italienne. Je vois la Grèce ici et tout. Donc vraiment, c'est tout ce pourtour. Ça va être tous les pays du pourtour-ci. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, voilà. Quand tu montes comme ça, Italie, etc., Croatie, hein, voilà. C'est tout ce pourtour-ci qui compte. L'intégralité de ce pourtour-ci qu'ils ont dealé. Mais la coopération au sein de la communauté politique européenne sur les questions migratoires est un surcroît d'efficacité parce que nous couvrons tous les chemins de la migration. Et quand Kir a un problème justement migratoire avec ce qu'on appelle les small boats, c'est pas simplement un problème bilatéral franco-britannique, c'est un problème qui touche toute l'Europe et qui commence soit par les routes du Sud, soit par les routes de l'Est. Et en fait, nous sommes tous ici en capacité d'y apporter une solution. Deuxième élément sur la croissance et l'innovation, moi je suis convaincu que nous devons faire beaucoup plus. On aura l'occasion d'y revenir dans le sommet informel entre membres de l'Union européenne. Le rapport Draghi a donné une feuille de route très claire. Ursula, dans ce qu'elle a porté, l'a dit aussi. Nous le croyons à plusieurs ici autour de cette table. On a besoin d'une Europe qui simplifie ses règles, qui va beaucoup plus vite, qui est sur les clean tech, l'intelligence artificielle, beaucoup plus forte, qui renforce sa compétitivité par l'innovation et qui aussi, je le crois... C'est difficile d'innover quand on a passé son temps à voler. Hein. C'est extrêmement difficile. Donc là, il est en train de vouloir relever un défi pratiquement impossible. Ou alors, justement, se concentrer d'abord sur le vol, finir la guerre et revenir voler. Peut-être que c'est ça leur stratégie. D'abord, je ne vois même rien d'autre. Redéveloppe son marché intérieur, c'est-à-dire d'investir sur son propre marché, pas de faire simplement un marché qui est ouvert à tous les vents. Parce que quand on regarde les choses, on a une demande intérieure européenne qui s'est effondrée ces dernières années. C'est parce qu'il n'y a plus les gens pour travailler en Europe. C'est parce qu'il n'y a plus les usines en Europe. C'est parce que l'Europe n'a rien à offrir de pertinent au marché. Pourquoi est-ce que j'achèterais un produit européen alors que je peux avoir le même produit en Chine, en Inde, de meilleure qualité ou exactement de même qualité, mais à moindre coût? La force de travail n'est pas en Europe. La force de travail, c'est partout ailleurs. Donc, c'est pas une simple question de on doit faire. Vous n'avez pas la capacité de le faire, tout simplement. La stratégie a aussi sa pertinence au sein de la communauté politique européenne. Et moi, je pense qu'on doit essayer maintenant de bâtir entre tous les pays qui sont là, de la Norvège, Royaume-Uni, jusqu'aux pays des Balkans occidentaux ici présents et au Caucase, une vraie intégration énergétique. Si on sait bâtir une grande Europe de l'électricité, on arrive à traiter beaucoup de sujets, d'abord d'interconnexion que tu as évoqué, mais de compétitivité prix par l'énergie. Ce qui aujourd'hui fait du mal à tous les Européens, touche les foyers et touche nos entreprises, c'est le prix de l'énergie. Or, il y a tant de nos pays qui produisent du renouvelable à peu de prix. Et il y a d'autres pays qui ont un modèle nucléaire. Le problème, c'est que nous sommes fracturés sur le plan de l'intégration de notre modèle électrique. Faire une grande Europe électrique, financer cela, c'est intégrer d'ailleurs davantage l'Union européenne elle-même, c'est faire le lien avec des pays qui ont choisi d'autres chemins et qui ont des modèles formidables, qui croient aussi à la transition, et c'est faire une Europe plus décarbonée et plus compétitive. Et donc je pense que là on a un autre sujet, après le sujet défense pour notre communauté politique européenne, c'est vraiment de faire de cette Europe un espace électrique beaucoup plus fort. En même temps, moi je suis convaincu qu'on doit aussi clarifier notre agenda. Bref, je n'ai pas envie de l'écouter jusqu'à la fin. On va s'arrêter là. J'attends vos avis, vos analyses, vos réflexions aussi en commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.